Bonsoir Philippe Bonsoir. Bilger, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes avocat général près la Cour d'appel de Paris et vous partez à la retraite demain, 1er octobre. Vous pliez Voilà. votre robe rouge, c'est comme ça qu'on dit? Absolument, c'est mon dernier jour de magistrat et lundi je rejoins un cabinet d'avocats sans devenir moi-même avocat. Conseiller spécial. Conseiller spécial et puis vous j'espère publiez... pas ambigu du tout. Et vous publiez un livre, Le bal des complaisants, dans quelques semaines, où certainement votre plume acérée, votre regard sur la justice va être tout à fait intéressant, parce que vous tenez un blog qui est très lu et dans lequel on voit que vous êtes très indépendant d'esprit. Certains vous traitent d'anarchiste de droite. Moi, je dirais que vous êtes un déçu du sarkozysme, un ancien soutien du candidat. Je l'ai soutenu intellectuellement et notamment tous les coups de boutoir judiciaires que le candidat avait portés contre certaines pratiques. Le candidat m'avait enthousiasmé. Le président me déçoit. Aujourd'hui, donc, un déçu du sarkozysme qui rit de la phrase « Je fais confiance à la justice de mon pays ». Quand vous entendez une personnalité politique dire ça, ça vous fait rire. Pourquoi ? Ça me fait rire parce qu'en réalité, d'abord, c'est une banalité c'est important quand même. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est une banalité qui fait partie des conventions qu'un homme ou qu'une femme politique doit dire. Et aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, on peut légitimement, sans se moquer qui que ce soit, se demander de quelle justice il s'agit. Celle qui est soumise, dépendante, ou celle qui nous fait honneur. Celle qui est soumise, dépendante, vous pensez à quoi? Alors on va parler des affaires parce que c'est un petit peu le climat. Du coup, vous pensez peut-être au procureur Courroy qui essaye en ce moment de faire annuler la procédure de convocation et de mise en examen éventuelle pour avoir demandé les fadettes, c'est-à-dire les factures téléphoniques de journalistes. Je pense surtout, et bien sûr, il est au cœur de ces 3 années, à la gestion calamiteuse des affaires Woerth-Bettencourt à Nanterre, de l'attitude du procureur général de Versailles, de l'attitude de Michèle Alliot-Marie lorsqu'elle était garde des Sceaux, et puis tout de même de l'honneur un peu tardif, mais manifesté avec éclat, du procureur général Nadal. Alors bien sûr, le procureur Courroy, qui est un magistrat tout à fait intelligent et remarquable, est au cœur de cette effervescence avec Isabelle Prévost-Després. Comment vous expliquez que ce juge implacable, juge d'instruction, dont on se souvient, à Lyon, qui a mis en examen et plusieurs personnalités politiques avec un certain courage à l'époque, soit devenu un homme qui effectivement est ami du président et fréquentant le château a perdu un petit peu ses repères? Moi, je pense que ce magistrat remarquable, j'insiste là-dessus, parce que c'est un adversaire estimable, a perdu toute mesure à cause des autres. Je veux dire par là que... C'est jamais à cause des autres, c'est à cause de soi. C'est quand on est un peu faible, non ? Non, je ne le crois pas faible, mais je le crois orgueilleux. Et la manière dont il a été glorifié, soutenu par le président de la République, par le garde des Sceaux, qu'il a été pas du tout entravé par le procureur général de Versailles. Au fond, tous les êtres et toutes les instances qui étaient de nature à limiter un pouvoir dans lequel il croyait n'ont pas fonctionné. Et il est tombé dans ce que, quand on aime le grec, on appelle l'hubris, une forme de démesure qui entraîne des résultats assez redoutables aujourd'hui. Victime d'une certaine vanité, c'est quelque chose qui vous a jamais effleuré tout au long de votre carrière ? J'espère avoir toujours échappé à la vanité du personnage. Je crois beaucoup dans l'orgueil de la fonction. Enfin, si vous me permettez de le dire encore aujourd'hui. Jusqu'à demain, en tout cas, voilà. Vous pouvez tout à fait, mais même... Je continuerai à le croire. Est-ce que ça vous choque pas qu'une juge d'instruction puisse évoquer un témoignage qui n'est pas consigné dans un PV et que sa greffière elle-même dément, que la principale témoin citée dément? Je veux parler de la juge et Isabelle Prévost-Després qui parle d'un témoignage dans un livre et qui est convoqué aujourd'hui par sa hiérarchie, qui est défendu, bien sûr, comme tout le monde, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être sanctionné? La procédure elle-même me choque. Je veux dire, lorsqu'il y a un épisode officieux, on tente d'en faire mention dans la procédure officielle. On ne fait pas ce qu'elle a accompli dans ce cabinet avec sa greffière.
On peut discuter ensuite le fait qu'elle en parle dans un livre, alors qu'elle ne l'a jamais évoqué auprès de la justice. Troisième élément, et là j'aimerais rendre hommage au garde des Sceaux, celui-là en tout cas, parce qu'il a eu la sagesse de dire à chaque fois pas de procédure disciplinaire. Je pense que si la première présidence de Versailles allait vers une sanction disciplinaire à l'égard d'Isabelle Prévost-Després, ce serait une erreur politique, judiciaire et morale. Elle a commis une imprudence, elle a fait une maladresse, mais dans ce climat général de délitement, il faut savoir garder le sens des proportions. Pourtant, les accusations volent dans tous les sens et les politiques sont très touchés, le pouvoir est très touché aujourd'hui. Est-ce que tout est permis ? Est-ce que les juges peuvent tout se permettre? Est-ce que les magistrats peuvent tout se permettre? Non, précisément non. Si Philippe Courroy a disjoncté d'une certaine manière, c'est parce qu'il a cru que, parce que Nicolas Sarkozy existait, que tout était permis. Mais en même temps qu'il y a ce délitement et ces dérives, vous avez des instructions qui sont très remarquablement menées. Je parle par exemple de l'affaire Karachi et peut-être de celle qui va concerner Philippe Courroy. En même temps qu'il y a ces scandales qui émeuvent à juste titre l'opinion publique, mais qui ne doivent en aucun cas entraîner le constat terrible et absurde de tous pourris, il y a une justice pénale qui continue à fonctionner correctement, mais simplement elle ne touche pas le cœur de l'État. Vous parlez de l'affaire Karachi, c'est notamment le jugement de Rumbek, évidemment, que vous appréciez beaucoup, dont vous parlez souvent. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous ne vous posez jamais de questions sur le fait qu'il a une histoire lui aussi particulière avec le président. À l'inverse du procureur Courroy, elle est plutôt inamicale. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, lorsqu'on instruit une affaire dans laquelle on met en examen des amis du président, des personnalités proches du pouvoir, est-ce qu'on est au-dessus de tout soupçon? Est-ce qu'on ne se démet pas? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas cette question qui peut se poser? Je pense qu'il se pose sans arrêt la question, mais si vous me permettez de corriger légèrement, il n'a pas une histoire avec le président. C'est le président qui a